Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Notre invité, il s'agit de monsieur Bandou Ayaou Antoine. Monsieur Antoine Ayaou Bandou, bonjour. Bonjour Joachim. Comment allez-vous? Nous rendons grâce à Dieu ce matin. Ah oui, vous êtes le secrétaire général de la Fédération togolaise des travailleurs de bois et construction. Alors, comment se porte la FTBC? La FTBC se porte très bien et elle peut se glorifier par rapport à la situation actuelle qu'elle vit circonstanciellement, et parce qu'elle peut se glorifier, parce qu'elle sait, elle espère que les jours prochains, les conditions de vie des travailleurs vont s'améliorer. Parce que nous avions, il y a quelques jours, quelques semaines déjà, entamé la négociation pour la convention collective de notre secteur. C'est pourquoi nous disons que la FTBC se glorifie. Donc, d'ici la fin de l'année, nous pouvons nous asseoir d'une manière tripartite pour pouvoir signer cette convention. La grande partie est faite, il reste les questions des barèmes que nous devons discuter dans les prochains jours. Donc les prochains jours s'annoncent glorieux pour les travailleurs. Pour les travailleurs. Et les travailleurs de quel secteur? Le secteur du bois et de la construction des connaissances du Togo. Et quels sont les problèmes que les travailleurs vivent dans ce secteur? Et il a fallu aller, en tout cas, et il urge pour vous d'aller à une convention collective. Non, ce n'est pas question d'abord de quels sont les problèmes que les travailleurs vivent. Il faut que nous essayons de clarifier l'antenne des auditeurs en disant que le secteur du bois et de la construction est un secteur de développement essentiellement pour un certain nombre de choses. Alors, depuis 1958 ou 60, ce secteur n'est plus connu de convention. Donc, nous sommes l'un des secteurs qui a été laissé pour compte. Et lorsqu'il n'y a pas de convention, c'est-à-dire que les conventions qui existaient étaient devenues vétustes, ne calent plus avec l'environnement. Lorsqu'on payait les manœuvres à 1000 francs dans le temps, aujourd'hui vous ne pouvez plus payer une manœuvre à 1000 francs. Donc, ça c'est vrai. Donc il faut reconnaître qu'il y a un certain nombre de choses qui ont énormément évolué. Et les conditions de vie, les conditions de travail et autres de ce secteur, la précarité, l'hygiène, sécurité, santé, et le salaire, il y a un certain nombre de facteurs. Et l'environnement de ce secteur, avec les entreprises sous-traitances, les tâcherons et autres, les entreprises multinationales, et au regard même des difficultés qu'ont des entreprises aujourd'hui, il est urgent et opportun que les acteurs de ce secteur, notamment les organisations syndicales et les organisations patronales, avec l'appui de la Direction générale du travail, puissent se retrouver pour pouvoir doter ce secteur d'une convention. Mais monsieur Bandou, on vous avait connu, je crois, dans les années 2005, 2006, etc. Vous étiez secrétaire général de Sibémacort avant de venir à la Fédération des travailleurs de bois et de construction. Alors, c'est un secteur apparemment qui regroupe beaucoup plus d'informels, ou bien les gens qui interviennent dans l'informel. Est-ce que vous pensez que la convention collective viendra réorganiser ce secteur jusqu'à ce que tout le monde puisse travailler et vivre décemment? Merci. Nous avons commencé une lutte sociale depuis les années 1999, où nous avions été élus secrétaire général du syndicat des vendeurs de matériaux de construction. C'est cette organisation, dans sa lutte et au Congrès panafricain, sur la recommandation du Congrès panafricain, que nous avons tracé un processus pour aller à une fédération. Donc nous avons ressuscité d'abord les syndicats qui dormaient, le syndicat des ouvriers employés des travaux publics, pour pouvoir se mettre en fondation. C'est au regard du contexte social que vivaient ces travailleurs-là. Lorsqu'on me parle de travailleurs informels, j'ai un peu la chair à peau, parce que l'informel n'est nulle part que celle qui est formelle. C'est-à-dire que il n'y a pas d'entreprise formelle qui existe sans qu'elle n'ait eu un processus d'abord, tout un début de formel, d'informel. Alors, les travailleurs du secteur du bois, pourquoi on parle d'informel? Vous avez un menuisier.
Vous avez quelqu'un qui est dans les matériaux de construction. Il vit au jour. Il n'a pas de conditions d'heures de travail. Quand il trouve, même si c'est à minuit que vous l'appelez, et s'il y a la possibilité, il le fait. Bon, il n'y a pas de réglementation. Mais cette personne travaille et contribue à l'économie nationale. Alors, il y a des règles de protection des règles du travail. Alors, par rapport à l'ensemble de ces règles, il va falloir qu'on dissocie quand même l'effort que mènent les acteurs de l'économie informelle. C'est pourquoi nous nous sommes dit, avec la création de la fédération, et vous allez constater que le processus, le chemin a été très long. Nous allons d'abord commencer par organiser ces travailleurs-là dans les divers secteurs du bois et de la construction. Et maintenant, on s'est renforcé en fédération. Et on est en train de se structurer, de s'institutionnaliser pour pouvoir faire face aux défis vis-à-vis des employeurs. Vous savez, si on n'organise pas les travailleurs informels, les menuisiers, les maçons, les peintres, les électriciens bâtiments, les caloreurs, maçons, les vendeurs de matériaux de construction, les staffeurs, tout cela, si on les organise en syndicats, on les forme et on les recycle dans les divers domaines, nous allons voir que notre secteur sera un secteur de construction répondant à un certain nombre d'éléments au niveau de la vie, de l'épanouissement de l'homme que nous sommes. Alors, sur le plan national aujourd'hui, notre fédération a fait un certain nombre de progrès au niveau des entreprises tant nationales que multinationales qui sont venues se planter au Togo. Et c'est sur ce terrain qu'on vous aperçoit le plus souvent. Absolument, nous avons la responsabilité d'être à côté des travailleurs dans leurs conditions de vie aujourd'hui actuelles. C'est ça le mandat. Est-ce que ceux qui interviennent dans la construction, par exemple des édifices publics ou bien aéroports, aérogares, ports, les routes, sont aussi concernés par les travailleurs du bois et de la construction? Oui, le secteur c'est un secteur très vaste. C'est un secteur qui embrasse un certain nombre de facteurs d'éléments dans l'environnement. Quand on parle du secteur du bois et bâtiment, et comme le décrit notre international IBB, l'international du bois et bâtiment, ça embrasse aussi le domaine vraiment de l'environnement. Donc, et quand on trace les routes, avant, pendant et après, avant que les travaux-là ne finissent, il y a un certain nombre d'éléments qui rentrent en jeu. Lorsqu'on veut construire des édifices, il y a un certain nombre de matériaux qui rentrent en jeu. Il y a un certain nombre de travailleurs qui interviennent dans les diverses spécificités. Donc, tout ce qui touche, tout ce qui touche le secteur du bois, bâtiment, construction, des infrastructures, des ponts, des voies ferrées et autres, tout ça là font partie de notre secteur, de l'environnement, en grande partie, en protection, font partie de notre secteur. Et ceux qui abattent les arbres pour fabriquer des charbons de bois, est-ce qu'ils font partie aussi? Puisque c'est des travailleurs de bois aussi. Oui, ils font partie de notre secteur. D'abord, ils font partie de notre secteur. Il n'est pas seulement question d'abattre le bois. Il est aussi question aujourd'hui d'aller vers un développement, le reboisement. Donc, en principe, toute entreprise qui est censée faire du commerce ou bien vivre du bois doit avoir une politique de reboisement à côté. C'est ce que recommande. Et aujourd'hui, on parle d'emploi vert. Et vous savez, nos mamans dans les villages utilisent le bois, mais dans le temps... Le bois de chauffe. Le bois de chauffe. Dans le temps, ils en plantent. Ce n'est pas au moment où on a connu la déforestation avec l'arrivée des grandes entreprises qui coupent les grumes et qui les envoient à l'extérieur. Et là, ça n'apporte pas de valeur ajoutée. Lorsqu'on exporte, on exporte les grumes, ça n'apporte pas de valeur. Sans implanter de nouvelles... Voilà. Et aujourd'hui, nous souffrons du bois au Togo parce que cette politique a été mal comprise. Le produit d'exploitation des bois et aujourd'hui nos menuisiers sont en train de souffrir du bois et nous-mêmes le bois est devenu très cher et on ne pouvait plus l'utiliser comme on le veut. Alors il est question aujourd'hui qu'on parle d'emploi vert et l'emploi vert c'est tout emploi qui doit prendre en compte
l'environnement et intégrer l'homme dans l'environnement. Et maintenant, au niveau de votre syndicat, de votre fédération, est-ce que vous sensibilisez les syndicats membres de votre fédération à adopter cette politique de planter des arbres pour le couvert végétal? Mais oui, puisque vous intervenez dans le bois, secteur du bois. Dans notre secteur dans notre fédération, oui, il y a deux organisations spécifiquement qui sont du secteur du bois. Il y a le Sinatra ODEF, ceux qui sont de l'ODEF, ah oui, qui ça c'est officiel, public. Et il y a l'informel, Citrebat, qui est le syndicat des revendeurs et travailleurs activité bois connaissent, qui font du reboisement également et qui font de l'activité de vente de bois de chauffe, les femmes qui font du charbon de bois et autres qui font de la politique. Et chaque année, nos militants à l'intérieur font le reboisement. Et je pense que même Radio Victoire nous avait accompagné pour des trucs à l'intérieur du pays. Mais sauf que cette politique de reboisement que nous menons chaque année n'a pas encore reçu un écho favorable, structurel au niveau du gouvernement. Parce que la politique de reboisement doit être un élément fondamental pour le gouvernement, où les acteurs que nous sommes, nous devons être impliqués. Et ça ne doit pas être des trucs à la sauvette, non seulement des trucs de 1er juin, mais des trucs, des actions permanentes. Lorsque vous plantez le bois, vous devez les suivre, c'est de l'investissement, les entretenir et encourager les paysans, nos mamans, nos pères, à vraiment avoir des espaces. Tout. Et aujourd'hui, quand vous voyez Lomé, il n'y a plus tellement du bois. On en a coupé, les grands arbres, on en a coupé, mais on n'a pas eu cette présence d'esprit pour pouvoir en faire. Avant, Lomé était vraiment vert. Quand vous êtes vraiment dans l'avion, vous voyez que Lomé était vraiment vert avec les nimes un peu partout, les tecs et autres. Tout cela a été de tout. Et les mahogaines, vous allez constater aujourd'hui que nous avons une capitale qui est un peu déviée, excusez-moi. Une capitale où le couvert verdoyant plutôt est en train de disparaître. C'est regrettable. Et vous allez sentir que nous souffrons beaucoup plus nous sentons beaucoup plus de la chaleur maintenant. Bien que nous sommes proches de la mer, ce qui est anormal. Ce qui est anormal et qui agit énormément sur notre santé. Et donc la FTBC intervient aussi dans le secteur de l'environnement. Certainement que très bientôt le syndicat des forestiers aussi fera partie intégrante de votre fédération. En principe. Est-ce qu'au Togo on permet aux soldats ou bien aux forces armées de s'organiser en syndicat? En fait, la convention 87 a été claire. Oui. Il y a des dispositions des statuts particuliers qui permettent à ces corps de s'organiser. La police, normalement, doit avoir son syndicat. Oui. Comme en France, même dans d'autres pays, la gendarmerie a son syndicat, sauf l'armée. Oui. Sauf l'armée, il y a des dispositions. Donc les douaniers, normalement, doivent avoir leur syndicat. Comment on l'appelle, les forestiers, tels que tu le dis, doivent avoir leur syndicat. En fait, quand on comprend très bien le rôle du syndicat, quel est son rôle au juste? Mais tel qu'on dit, selon la définition du syndicat, c'est une association, comme tout autre, mais sa particularité, c'est que le syndicat regroupe authentiquement des travailleurs d'un secteur spécifique. Oui. Donc, pour faire quoi? Pour la défense des intérêts matériels, la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres, tant individuels et collectifs. C'est-à-dire que vous faites partie d'un syndicat. Et le syndicat est appelé à vous défendre et à défendre les intérêts de votre famille aussi. Et la grande surprise, c'était hier, les pasteurs se sont constitués ou bien sont regroupés en un syndicat et ils disent que c'était depuis le mois de juin et maintenant qu'ils ont porté ça sur fond baptisaux, mais les activités ont commencé depuis hier. Et c'est-à-dire que les pasteurs aussi travaillent pour quelqu'un et ils ont besoin d'avoir un syndicat. Oui, les pasteurs travaillent pour quelqu'un. Pour qui? Pour quelqu'un, parce qu'ils ont... À votre entendement. À mon entendement, ils travaillent pour Dieu. Voilà, d'une manière objective, ils travaillent pour Dieu. Oui. Mais dans le cadre de l'exercice de leur fonction, il y a quand même des règles, qu'il y a des représentants. Et ils ont des droits aussi peut-être à défendre vis-à-vis s'ils ont des patrons. S'ils ont des patrons, ils ont des droits à défendre. Ah bon. Maintenant, au regard même
de l'État et autres, ils ont aussi des obligations et des droits aussi à défendre. Donc, on ne peut pas les empêcher de pouvoir créer un syndicat du moment où on considère qu'un pasteur travaille. Oui, mais en principe, le pasteur ou le prêtre, ce sont des travaux, je dirais, de sacerdoce. Oui, mais... Ou carrément ça tend finalement à devenir un truc lucratif? Non, c'est pas ça tant qu'il doit... Est-ce que c'est pas un sacerdoce? Il y a quand même, c'est un sacerdoce, oui. C'est un choix. Mais libre d'ailleurs. Libre. On dit souvent qu'il faut un minimum pour exercer la vertu. Il faut un minimum pour exercer la vertu. Ça veut dire que si le pasteur ou le prêtre n'est pas dans les conditions minimales pour pouvoir exercer cette vertu, le sacerdoce-là va retourner contre lui. Aujourd'hui, il y a des défis. C'est que les uns les autres disent, Dieu ne donne jamais une vision sans provision. Dès lors qu'il vous appelle pour quelque chose, lui-même il pourvoit. Si on se réfère à la Bible, ça a été ainsi dans la Bible. Non, Joachim. Oui. Je vais vous dire. Oui. C'est ici, hein, chez moi, je suis chrétien catholique. Nos prêtres travaillent. Oui. Est-ce que vos prêtres ont des syndicats? Non. Voilà. C'est leur choix. C'est leur choix. Ils n'ont pas encore de syndicat. On ne sait pas du jour au lendemain, ils vont l'avoir. Si la doctrine sociale de l'Église le permet, tout ça là, ce sont des éléments à regarder. Mais on ne peut pas les empêcher à s'organiser en association ou en syndicat pour défendre. Alors qu'ils ont fait un choix libre et puis en train de jouer un rôle de sacerdoce, et ils disent qu'ils ont des syndicats pour revendiquer quoi auprès de qui? C'est là ma préoccupation en fait. S'ils n'ont pas de droit à revendiquer, alors pourquoi ils ne vont pas s'organiser en syndicat? Est-ce qu'une association n'aurait pas été mieux? Mais une association, même si tant qu'elle est professionnelle, on peut l'appeler aussi syndicat. C'est ça. Ça peut être une association pour la défense de leurs droits. Ça peut être un syndicat. On peut l'appeler. Le rôle qu'ils veulent jouer, ce qu'ils veulent faire, c'est ça l'objectif qui. Bon, ce n'est pas le fait, le non-syndicat qui va choquer les gens, mais une association des pasteurs qui veulent s'organiser, défendre leurs intérêts, réglementer un certain nombre de choses, apporter un certain nombre de contributions dans leur environnement. Je pense que ce n'est pas un crime. En tout cas, donc désormais, les pasteurs peuvent créer des syndicats, les prêtres, les rounons, etc. Même peut-être les imams. Quand même, ça sort de l'entendement, monsieur Bandou. Oui, ça sort un peu de l'ordinaire. Vous voyez des imams créer, par exemple, un syndicat des imams. Si les imams constatent qu'ils ont des droits et que ces droits sont brimés quelque part par quelqu'un, mais c'est un droit aussi pour eux, c'est un devoir de s'organiser pour pouvoir aller défendre. Mais pas forcément en syndicat, comme souvent en Afrique et particulièrement au Togo, on prend les syndicats comme des gens qui empêchent les gouvernants de tourner en rond. C'est une réalité. Lorsque vous tournez en rond, le syndicat est obligé de vous arrêter et dire, mais monsieur, vous tournez en rond. Il faut bouger, il faut changer de rythme. Voilà. Ça, c'est le rôle du syndicat. Sinon, le syndicat met la pression sur les gouvernants concernant la violation de leurs droits. Voilà. Le droit des travailleurs. Le droit des travailleurs. Et si ces travailleurs, pasteurs, travailleurs, ont des droits, qui est peut-être pasteurs, travailleurs. Oui, qui ont des droits. Et ces droits ont été violés. Ou bien sont violés peut-être par l'État, ou bien les représentants de l'État, quelque part. Ils ont le droit de s'organiser. Soit en association. Le terme que moi j'ai, c'est qui est beaucoup plus adapté ou conseillé, qui peut, avec une association, mais qui peut aussi jouer le même rôle. Mais malheureusement, c'est le syndicat, nous avons vu Sempao, quelque chose comme ça. De toute façon, on attend de les recevoir ici pour qu'ils s'expliquent mieux par rapport au but et aux idéaux donc de leur formation syndicale. Alors, monsieur Gondou, ce à quoi on assiste dans le pays aujourd'hui, c'est que quand les gens tombent malades, très rapidement, ils font sortir des documents au nom de INAM et se rendent aisément à l'hôpital. Ça, c'est pour les fonctionnaires ou les travailleurs dans l'administration publique. Pour le secteur informel ou bien le secteur privé non étatique, est-ce qu'au niveau de la FTBC, vous y avez pensé? Merci Joachim pour cette question. Là, je parle de protection sociale. Oui, je pense que vous nous avez invités en tant que promoteur des mutuelles, quelque chose. Mutuelle de santé. Mutuelle de santé. Au fait, la FTBC, dans la logique
dans le plan d'action de la CSTT dont nous sommes membres, vous savez Confédération syndicale des travailleurs voilà, du Togo. la Confédération syndicale des travailleurs du Togo, la CSTT, dont nous sommes membres depuis plusieurs années, 1999, avait une politique déjà qui a mis en place une mutuelle de santé en son sein. Et la CSTT a créé même un centre de soins de santé pour accompagner cette mutuelle de santé. La CSTT a devancé l'État. La CSTT, c'est récent. C'est récent. La CSTT a devancé l'État. La CSTT avait une vision dans le temps, et cette vision doit pouvoir continuer par rapport à ça, parce que la lutte... Est-ce que c'était les syndicats membres qui avaient incarné ou bien suscité cette vision? Absolument, cette vision. Et nous, à la FTBC, et l'idée c'est que il faudrait à un moment donné que toutes les fédérations aient une mutuelle, et ces mutuelles doivent se fédérer au sein de la Confédération. Mais la CSTT a donné le ton en 1997 déjà. Et vous savez, nous travaillons avec les Belges qui ont le même processus. La mutualité chrétienne de Belgique, c'est une grande mutualité. Et nous avons été formés là-bas aussi longtemps. Donc en 2005, nous avons eu l'idée, en mars, le 19 mars, nous avons eu l'idée de faire 19 mars 2005 à la FTBC de faire un séminaire de sensibilisation. Et à la suite de ce séminaire de sensibilisation, on s'est dit, écoutez, on ne peut pas tout le temps se réunir. Séminaire de sensibilisation sur la protection sociale et autres. Prenons l'initiative de nous organiser en mutuelle de santé. Et c'est d'où venait, on a construit une assemblée générale et on a mis en place cette mutuelle de santé qui s'appelle MIPROSI. Et surtout, étant donné que notre secteur est un secteur vulnérable, plein d'accidents et de risques. Accidents de travail, oui. On a dit, bon, c'est une mutuelle de protection sociale pour notre secteur. Et cette mutuelle avait été ouverte à d'autres. Donc on a commencé... MIPROSI ouverte à d'autres? Oui, MIPROSI est une mutuelle de santé qui est ouverte à d'autres. Aujourd'hui, il y a les enseignants, il y a... vous avez vu qu'on a fait l'élection la fois dernière. Oui, le samedi dernier. Le nouveau président, c'est quelqu'un du corps du santé. Oui, il est du corps de la santé. Du corps de la santé qui maîtrise le domaine et qui venait de faire son adhésion il y a quelques mois à la MIPROSI. Donc la MIPROSI n'est pas seulement pour le secteur du bois et de la construction, mais c'est pour tous ceux qui se sentent concernés par rapport à la problématique de la protection sociale et surtout le volet santé. Oui. Donc, depuis 2005, nous avons fait un processus. Vous savez, l'actuel coordonnateur de l'INAM pour la région maritime, je crois, si je ne me trompe pas, M. Gilbert Adomé, a été un membre de notre syndicat des vendeurs de matériaux de construction et membre de cette mutuelle, président de cette mutuelle. Il a été président de MIPROSI. De MIPROSI, et jusqu'en 2011 où l'État nous l'a enlevé pour pouvoir... Non, mais il a cherché mieux ailleurs. Il a été formé par la MIPROSI. Oui. Il a été à Turin sur la protection sociale. On ne refuse pas. Et il maîtrise. Aujourd'hui, c'est notre fierté. Oui. C'est une fierté. Vous avez contribué quand même. Et maintenant, vos compétences sont vendues ailleurs. Voilà. Nous avons un certain nombre de gens que nous avions formés. Le processus. Aujourd'hui, la MIPROSI a fait son chemin et a encore des défis à relever. Sur le cadre de la santé, surtout dans notre secteur, il y a des accidents. Vous savez, oui, maintenant. Nous disons, nous reconnaissons que au niveau syndical, des défis restent à relever et ces défis doivent être relevés par rapport à notre organisation. Le syndicat est une organisation, mais nous avons besoin encore d'une organisation beaucoup plus approfondie et spécifique, adaptée, professionnelle. Nous avons besoin d'être beaucoup plus professionnels pour pouvoir amener l'État à comprendre qu'il y a des défis sur le plan de la santé à lever et le rôle des mutuelles est prépondérant. Aujourd'hui, la MIPROSI intervient dans la vie. Oui, dans quel domaine intervenez-vous? Et qu'est-ce que vous apportez aux membres de cette mutuelle de santé? Lorsque vous pouvez être membre du syndicat, mais l'adhésion est libre au sein de MIPROSI. Et c'est libre. Si je suis membre d'un syndicat qui est affilié à la FTBC, est-ce que de facto je suis membre de MIPROSI? Non, pas, de facto vous n'êtes pas membre. Vous devez venir par rapport au test de la MIPROSI, faire l'adhésion à 1200 francs. Et cette adhésion de 1200 francs couvre votre famille. Maintenant, vous payez
400 francs. La cotisation. Et lorsque vous tombez malade, nous prenons en charge le palu jusqu'à l'accouchement normal. Les petites chirurgies dans les centres conventionnés. Nous avons au moins une quinzaine de centres qui sont conventionnés avec qui vous avez signé des contrats, avec lesquels vous avez signé des contrats. Où vous devez vous rendre à cet centre et vous êtes à cet centre avec votre carnet de livret et vous êtes à jour. Et on vous administre le soin. Et vous savez, vous payez sur le champ le tiers, c'est-à-dire que voilà, quelles sont les pathologies, quelles sont les différentes pathologies que vous prenez en compte? S'il vous plaît, les pathologies que vous prenez en compte au niveau de la mutuelle et cette mutuelle de santé, et si tout le monde de tout secteur peut venir et être membre, comment ça se passe? On va en parler tout de suite, mais on marque la pause. Retour donc en studio avec notre invité, monsieur Gbandou Ayaw Antoine, qui est le secrétaire général de la FTBC. Alors, monsieur Gbandou, je vous posais la question tout à l'heure au niveau de la MIPOSI. Certainement que vous êtes parti sur la base d'un constat, mais quelles sont les différentes pathologies que vous prenez en charge à votre niveau? Et maintenant, est-ce que c'est monsieur tout le monde qui peut être membre de la MIPOSI? Oui, tout d'abord, par rapport à votre dernière question, monsieur tout le monde peut être membre de la MIPOSI, et madame tout le monde aussi peut être membre de la MIPOSI, à condition que vous respectiez les règles statutaires. Votre adhésion est à 1200 francs et vous payez vos cotisations mensuelles de 400 francs pour pouvoir bénéficier des soins de santé. Mais cependant, quelles sont les pathologies que nous couvrons? Tout ce qui est du domaine du soin de santé primaire, des soins primaires. Vous savez, il y a un constat. Les gens des maux de tête, ils ne peuvent même pas approcher un médecin. Ils s'en vont au bord de la route pour chercher des médicaments. C'est sur ce constat-là que nous avons. Il y a, dans l'informel, vous avez votre femme, à un moment donné, qui est à terme. Le jour, c'est-à-dire que ça surprend toujours, les gens n'ont pas vous n'avez pas le moyen, les moyens pour accompagner. Alors, nous disons, avec la MIPOSI, nous prenons les accouchements normaux en charge. Lorsque vous êtes membre de la MIPOSI, ajout de cotisation actif, nous prenons les accouchements normaux en charge. Donc, tout ce qui, à partir des accouchements normaux, tout ce qui est de soins de santé primaires, nous les prenons en charge. C'est-à-dire que le palu, le maux de tête, des petites blessures, chirurgie, des maux de tête, des diarrhées, tout ce qui touche les soins de santé primaire. Donc, il y a tout cela est défini quand même dans des tests. Bien sûr, bien sûr. Que vous présentez aux membres. Qu'on présente aux membres, que vous souscrivez. Ces tests. Vous souscrivez à ces tests. Vous souscrivez à ces tests et vous bénéficiez. À condition, et vous avez le droit de recours 3 fois par an. C'est-à-dire que toi seul, tu as droit à aller à l'hôpital au moins 3 fois par an. Donc, si vous êtes 2 ou 3 dans la famille, vous avez 6 recours ou 9 recours, dépend. Ça, c'est ça. Maintenant, la vision même de la MIPOSI au-delà, c'est d'arriver à assurer le minimum de la caisse de retraite pour les gens. C'est-à-dire accompagner l'acteur de l'informel à épargner pour ses vieux jours. Alors que l'acteur informel, dans l'économie informelle, vit au jour le jour. Oui. Quand il trouve aujourd'hui, et notre vision, future vision, très prochainement, c'est de faire en sorte que nos membres adhérents dans l'informel, informel ou pas, puissent épargner au niveau d'un certain sorte. D'abord, le processus doit les accompagner vers une déclaration à la Caisse nationale de sécurité sociale. Parce que la lutte a fait que les dispositions du code de sécurité sociale aujourd'hui permettent à ce que l'informel puisse être membre de la Caisse nationale de sécurité sociale. Sauf qu'il y a encore des réticences au niveau de la Caisse par rapport à ça. Parce que lorsque vous voulez adhérer à la Caisse, vous voulez vous déclarer en tant qu'informel, la Caisse est réticente. Ça, il faut que nous le disions également. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs de l'économie informelle aujourd'hui qui font la croix et la bannière pour pouvoir adhérer à la Caisse. Et ça, c'est le processus vers la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle. Ça, c'est un élément. Deuxième élément par rapport à la mutuelle de protection sociale de MIPOSI, nous avons envie de faire en sorte que les jeunes qui sont en chômage,
à travers des initiatives de microcrédit. Et aujourd'hui, il est question, quand vous prenez la protection sociale, tous ces volets-là, ces points-là, sont liés à l'autre. Les gens qui ont de faibles revenus, il faut faire en sorte que la mutuelle puisse accompagner ces jeunes, puisse accompagner ces ménages, ces travailleurs indépendants à avoir d'éléments de revenus pour faire face aux défis financiers. Autrement dit, il y a quand même l'octroi de ces mini-crédits aussi. Et ça, normalement... À hauteur de, peut-être 300 000, 500. Oui, mais à hauteur selon la disponibilité au niveau de la caisse. De la caisse, parce que c'est oui, mais quand même, c'est un taux fixé. Un taux fixé. Pour que, 1 million. Jusqu'à 1 million, des fois, les gens puissent avoir des crédits. Jusqu'à 1 million. 1 million, 2 millions, par rapport au projet. Et c'est de ça même que l'État devait normalement accompagner les mutuelles là à associer ces éléments. Quelqu'un qui est membre d'une mutuelle et qui a un revenu, qui paie qui contribue dans le cadre de la solidarité pour sa santé, et qui contribue pour l'impôt, qui contribue pour... Il faudrait qu'on l'appuie, qu'on puisse appuyer. Et on ne doit normalement pas limiter avec des règles. Ce n'est pas question d'une microfinance à grande. C'est un truc à l'échelle communautaire, à l'échelle collective, à un niveau donné. Donc ça va permettre que les travailleurs de l'économie informelle, les travailleurs indépendants puissent aussi rentrer dans la vision de la protection sociale. Donc c'est une mutuelle de protection sociale, mais vous avez inclus une petite partie d'offres d'octroi de microcrédit. Non. La protection sociale, il y a l'élément de microcrédit dedans. La protection sociale, si tu le permets, je peux vous le citer ici. Très rapidement. La définition même de la protection sociale. La protection sociale vise à assurer à chaque être humain un revenu suffisant et l'accès à des services de base de qualité tout au long de la vie pour qu'il puisse faire face aux risques et événements de la vie. Une maladie, un licenciement, une mauvaise récolte, un accident de travail, le départ à la retraite. La protection sociale est constituée d'un ensemble cohérent d'initiatives et de mesures structurelles et collectives basées sur la solidarité. Les mesures qui sont à la base de la sécurité sociale, ceux de santé, pension, indemnité en cas de grossesse, de chômage, l'aide sociale destinée aux plus pauvres, des mesures qui permettent aux gens de s'épanouir, formation, microcrédit, sécurité, du changement social en organisant les gens dans des mutualités et des syndicats. Donc microcrédit fait partie intégrante donc de la protection sociale. Et normalement, dans le pays, est-ce que l'État vous appuie ou vous accompagne, disons? Depuis un certain temps, l'État a commencé par faire la démarche. Parce que sur les plaidoyers du CRC... Mais ce n'est pas la FTBC seule qui dispose de cette mutuelle. Non. Aujourd'hui, il y a d'autres structures. Il y a les mutuelles des plaisirs, des paysans. Il y a des mutuelles un peu partout. Des mutuelles, la MUSA CSCT, qui est devenue COSEPRAT aujourd'hui. Il y a beaucoup de mutuelles. La mutuelle créée, appuyée par l'Union européenne. Même la MUGET. Il y a la MUGET. Oui, la mutuelle, c'est la mutuelle des enseignants et autres. Il y a la mutuelle, l'Église catholique est entrée en jeu, ils sont consultés par paroisse en tant que mutuelle. Il y a un certain nombre de mutuelles. Il y a beaucoup d'initiatives du mutuel maintenant. Et surtout, il faut saluer l'œuvre que fait la CSI Afrique à travers Madame Saïzonou Brou, qui assume le département pour l'Afrique concernant la protection sociale et genre l'égalité et autres. Donc, elle est... L'État vous appuie, mais ce n'est pas encore ce que vous attendez. Je vais vous surprendre. Je vais vous surprendre que l'État fait des efforts. Mais ces efforts restent encore insignifiants parce que aujourd'hui, même au sein de l'UMOA, il y a le document qu'on a adopté pour la politique de la mutualité au Togo, le règlement de l'UMOA. Mais l'État togolais n'a pas commencé par mettre ça en œuvre. Nous attendons dans les tout prochains jours, on attend que l'État puisse faire décliner et faire valider et adopter la vraie politique de la protection sociale. Parce que aujourd'hui, toi-même tu l'as dit, que c'est l'INAM. L'INAM, les fonctionnaires depuis il y a au moins 5 ans ou 7 ans ou 8 ans n'avaient pas cette possibilité. C'est grâce au lobby au plaidoyer que l'État a avancé. Et le secteur privé, est informel. Et l'informel sont devenus aujourd'hui des secteurs qui ne bénéficient pas de la protection sociale. Des secteurs qui sont des laissés pour compte. Et vous jouez votre partition avec votre modeste
contribution. Maintenant, est-ce que l'État doit vous appuyer? Pourquoi ou comment ça doit se faire? L'État a l'obligation de nous appuyer, d'accompagner les mutuelles, de les aider à être beaucoup plus... Alors, monsieur Gwandou, je suis membre de la MUPROSI et quand il est arrivé le moment de... Je suis tombé malade, etc. Je n'ai pas pu vous faire appel, je suis parti faire les dépenses moi-même. Est-ce que vous pouvez me retrocéder mes fonds? Est-ce que je peux rentrer dans mes fonds? Vous pouvez rentrer dans tes fonds à condition que d'abord vous êtes à jour et que vous êtes présenté et que les seuls que vous avez administrés répondent vraiment aux critères que nous sommes fixés. Voilà. 22 21 80 99 92 02 80 63. Alors, vous avez maintenant l'antenne pour intervenir et poser vos questions à notre invité, monsieur Gwandou. Alors, monsieur Gwandou, en attendant que les auditeurs n'interviennent, vous suivez l'actualité nationale et internationale. On aurait pu commencer par là, mais quand même, j'ai prévu le faire vers la fin. Ce qui se passe en France et qui a poussé le président Emmanuel Macron hier à réagir lui-même en disant qu'il endosse l'entière responsabilité de bavure que M. Alessandro Benalla a pu faire le 1er mai dernier. Le président de la République. Oui, mais d'abord, un auditeur est en ligne. Allô? Alors, bonjour. Oui, bonjour Roland. C'est M. Kolani. Hein? Ah, M. Kolani. Ah, d'accord, nous vous écoutons. Ok, nous vous écoutons. Oui, d'abord, il faut saluer notre invité. Mais j'ai voulu qu'on précise quelque chose. Hein. On ne peut pas, les pasteurs ne peuvent pas être des syndicalistes. Ça peut être une association. Les entrepreneurs qui sont posés à ce niveau aussi. Moi, les entreprises, leurs syndicats, non, c'est des associations, c'est des patrons, c'est libéral. Hein. Donc les passeurs, en principe, ne doivent pas avoir un syndicat, mais plutôt une association. Ils peuvent défendre leurs droits. Mais en dehors de ça, ma question est celle-ci. Est-ce qu'on peut donner le rôle réel de la Caisse nationale de sécurité sociale? D'accord. Quel est son rôle réel vis-à-vis de Merci. On prend le deuxième intervenant sur le 92 02 80 63 ou bien 22 21 80 99 pour des questions à notre invité. Nous aussi vient ici d'envoyer une question toujours. Et cette question concerne aussi les pasteurs qui viennent d'avoir leur syndicat. Alors, monsieur Gwandou Antoine, alors je vais vous poser la question sur Benalla. Merci. Ce qui s'est passé en France est vraiment triste. Certainement, vous avez suivi. J'ai suivi les événements. Et c'est un peu curieux que depuis le 1er mai, on n'a pas pu renouveler cette offre. Vous allez comprendre que dans ces milieux aussi, en France, les pays développés, on essaie d'étouffer. C'est vraiment regrettable pour ce monsieur qui s'est comporté ainsi. Et mais les sénateurs se sont emparés de la question pour le traiter en commission parlementaire. C'est ça qui nous manque en Afrique. C'est ça qui nous manque en Afrique, et particulièrement. Ils ont ouvert une enquête. Oui, c'est ça qui nous manque en Afrique, et particulièrement au Togo. Lorsque il n'y a aucune raison, nulle part dans les tests du droit au Togo, que lorsque un soldat vous arrête, qu'il doit porter la main sur vous. Du moment où vous n'êtes pas violent, il doit prendre les mesures pour pouvoir vous maîtriser et vous conduire auprès de la loi. Lorsqu'il vous violente, c'est d'abord une violation du droit de la personne humaine. Il n'a pas le droit, aucune disposition sécuritaire ne permet à un soldat, à un élément de vous arrêter et de commencer par vous battre. Il vous arrête et vous conduit devant la loi. Normalement. Parce que vous n'êtes pas violent. Mais d'habitude, ce que nous constatons, c'est que lorsque vous êtes en face d'un force de l'ordre, d'un élément de sécurité, il commence pas déjà, au nom de son avis, commence pas à porter la main sur vous. Alors, et c'est ce qui s'est passé au Ghana et le président Nana Akufo-Addo a réagi violemment. Et le monsieur est mis aux arrêts. Au Togo, ce ne serait pas le cas. Je suis désolé de le dire. On a de ces événements. Non, mais pour le cas Benalla, on dit qu'il est parti même prendre la tenue de la police, des choses qui ne sont pas de son ressort normal. Je vous dis que ça se passe. Et si ça se passe en France, quand ne serait-il pas dans nos pays africains? Est-ce que ça peut être le cas aussi? Des gens peuvent se targuer de dire ce n'est pas moi qui viens le dire. Ce n'est pas moi qui viens le dire. Je n'ai pas d'éléments pour dire. Je dis, si ça se passe en France, que dans ces pays où on se dit développé, où on a toutes ces dispositions, que des gens puissent se lever et aller prendre la tenue
tout son comportement avec les instruments de la police et Emmanuel Macron dit qu'il en est responsable et que le monsieur a posé un acte de trahison. D'accord. Donc, je pense que c'est pourquoi on dit que la défense des droits syndicaux, des droits humains et autres est une lutte permanente. Permanente. Il n'y a pas de cieux où nous allons dire que tout est rose. C'est pourquoi les organisations que nous sommes, que ce soit syndicales ou de la société civile, nous avons la responsabilité d'avoir un regard citoyen éveillé sur un certain nombre. Mais ici, ce sont les vidéos amateurs et les photographes. Un photographe dans sa propre chambre depuis son estrade qui a pu prendre les photos, et d'autres ont fait des actions qui ont concouru à ce que l'enquête soit aujourd'hui ouverte. Et cela ébranle la présidente de la République française. Mais ça a diminué totalement Macron. La cote de popularité de M. Macron qui fait des efforts en tant que président français pour relever un certain nombre de défis, mais malheureusement je pense que cet événement est en train de ternir son image parce que ça vient de son équipe beaucoup plus rapprochée. Et je pense que le statu quo n'est plus possible avec cette affaire dans son palais. Absolument. Absolument. Voilà. Alors, la France n'est pas le Togo. Monsieur Kolani dit les pasteurs ne doivent pas normalement avoir un syndicat. Hein. Oui. Et voilà, un auditeur enchaîne et pose cette même question. Et je vous donne lecture donc de la question très rapidement pour vous permettre de comprendre ce que les auditeurs disent. Il dit, pourquoi ne pas créer une association plutôt? Je suis un peu gêné par la création d'un syndicat de pasteurs, car le pastorat et la prêtrise, selon moi, sont un service accepté librement et un sacerdoce ne relevant pas du droit du travail ni du code du travail, car les pasteurs n'ont pas un salaire déterminé, non ni un CDD, contrat de travail à durée déterminée, ou CDI, et n'ont pas de convention collective. Oui, je pense que l'auditeur a vraiment raison par rapport à ça. Dans mon intervention, j'avais dit, d'abord, on ne peut pas les empêcher de créer un syndicat, mais logiquement, je leur souhaitais qu'ils avaient créé une association. Je l'avais dit qu'une association serait beaucoup plus adaptée et pouvait jouer presque le même rôle par rapport à... On n'a jamais signé de contrat à durée déterminée ni à durée indéterminée avec les pasteurs. Absolument. Et maintenant, ils vont s'établir ils ont un contrat spirituel. Ils ont un contrat spirituel. Ils ont signé un contrat spirituel avec Dieu. C'est mon sacerdoce, je vais l'assumer. Mais néanmoins, il faudrait que nous comprenions quelque chose. Oui. Et lorsque nous nous sentions que nos droits sont brisés quelque part et que nous sommes nombreux, nous pouvons nous organiser en association ou bien en syndicat pour pouvoir... Voilà. Quel est le rôle de la Caisse nationale de sécurité sociale? Une autre émission nous permettra de pouvoir vous donner le soin de s'expliquer largement sur le rôle de la Caisse nationale de sécurité sociale et comment y être membre et tout, afin de pouvoir bénéficier de toutes ces offres. Mais vous êtes de la FTBC, alors monsieur Antoine Ayaouband, nous sommes à la fin de l'émission. Vous êtes membre du Fonds citoyen Togo Debout. Est-ce qu'on vous a autorisé à faire votre meeting? Oui, enfin, il faut dire qu'avec les tracasseries administratives au niveau de la mairie, finalement, on nous a refusé la place à Kassimé, mais on nous a donné l'orientation de se retrouver à Kondjendi. Donc, le Fonds citoyen à Kondjendi, le Fonds citoyen va organiser ces manifestations, le meeting d'information d'éveil citoyen à Kondjendi le 28 à 14h. Donc nous invitons ce samedi ah d'accord, ok, toute la population à se rendre là et pour pouvoir être à l'écoute du mot que le Front citoyen va adresser dans le cadre de ce meeting et des chefs d'État. Merci monsieur Antoine Ayaouband d'être venu chez nous ce matin. Merci à vous également. Merci. Mais sans IT derrière la web vitrine, c'est fini pour aujourd'hui, messieurs, dames. Merci à tous qui nous avez reçus. Ernestine Nakogo vous retrouve tout à l'heure pour le journal à 9h et ce sera en éveil à 13h. Nous sommes là tout comme à 18h. Excellente journée à toutes et à tous et je n'oublie pas nos confrères de la Gazette du Togo.com. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.